Alors, salut tout le monde et de retour pour une nouvelle capsule. Dans celle-ci, je vais tenter, j'insiste sur tenter, de clarifier certaines choses sur la partie qu'on appelle là, les orbitales atomiques. Donc, ce qui va toucher là, les sections 5.4 à 5.7 là, sur les nombres quantiques, c'est quoi une orbitale atomique et ainsi de suite. Je vous dirais que probablement dans tout le cours de chimie générale, c'est le côté le plus abstrait qu'on va avoir là. Donc à ce moment-là, je vais essayer ici de vous tricoter quelque chose là, qui va essayer de vous mettre au moins des images en tête et essayer de vous expliquer comment on peut arriver à une théorie comme ça lorsqu'on parle là, des électrons autour d'un atome. Tu sais, je pars ici avec les notes de cours, ça commence direct avec les nombres quantiques. Je vais probablement faire une intro avant ça là, pour essayer de clarifier le tout. En fait, l'idée c'est que historiquement, quand on est arrivé à faire le modèle atomique, il y a eu quelques difficultés naturellement là, lorsque la lumière est rentrée en ligne de compte. Et il y a eu des nouvelles informations sur comment les électrons étaient placés autour du noyau. Puis l'idée de simplement des cercles concentriques sur lesquels les électrons se promènent, bien, c'est une idée qui a rapidement pris le champ, si je peux me permettre de le dire, dans le sens que on s'est rapidement rendu compte que la trajectoire que les électrons décriraient autour du noyau ne se limiterait pas uniquement à un cercle qui fait le tour du noyau. Et il fallait trouver des nouvelles façons pour essayer de nouveaux modèles, là, pour essayer de décrire comment les électrons se promènent autour du noyau. C'est là que des personnes comme Erwin Schrödinger sont arrivées avec une théorie totalement novatrice qui s'appelle le modèle probabiliste de l'atome. L'idée de Schrödinger et de Broglie, en fait, là, aussi, c'est et de Heisenberg, c'est de penser l'électron non pas comme une particule, mais comme une onde. C'est dérivé de l'idée d'Einstein que dans la lumière, les particules et les ondes semblent être mélangées. Bien, ou en fait que au moins la lumière interagit avec les particules. Bien, les scientifiques, une partie des scientifiques de l'époque ont dit pourquoi ne pas considérer donc que les électrons se comportent comme une onde et non pas comme une particule. Donc, essayer de se détacher de l'idée que l'électron est une petite sphère avec une forme géométrique définie et une masse définie, mais plutôt essayer de décrire son comportement en fonction de pattern, si je peux me permettre le mot, donc euh, de façon de faire là, qui pourrait décrire là, sur le mouvement de l'électron autour du noyau. Je commence bien souvent avec une image avec mes étudiants. Je prends cette image-ci. Ce que vous voyez ici, c'est des timbales. Ceux qui sont un peu plus familiers avec les percussions dans la musique plus classique, symphonique, là, les timbales, en fait, c'est des tambours qu'on peut accorder. Vous voyez ici, il y a une pédale en bas, et on peut tendre ou détendre la peau pour donner différentes notes à la timbale. Donc, autrement dit, on peut accorder le tambour tout dépendant de la tonalité de la pièce qu'on est en train de faire avec l'orchestre. Ceci étant dit, quand on change la note d'une timbale, ce qu'on change en fait, c'est le mode de vibration de la peau. Et ce que vous voyez ici, c'est différentes notes qui sont jouées par ces tambours-là, tout dépendant de la tension dans la peau du tambour. Puis on met soit du sable ou de la limaille de fer dessus, là, puis là, on donne un coup dessus, puis on la laisse vibrer. Et le sable se ramasse dans ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire les endroits de la peau qui ne vibrent pas. Et ce qu'on voit, c'est que la peau du tambour, comme ça, de la timbale, va vibrer vraiment selon plusieurs modes différents. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment des patrons là, de vibrations qui sont différents. Et chacun des patrons de vibration ici, ça donne à notre oreille une note différente. Bien, c'est un peu ça l'idée de Schrödinger quand on pense aux électrons, c'est que les électrons vont se placer autour du noyau selon des patrons de vibration comme ceci, et les patrons de vibration vont définir à quel endroit les électrons vont se placer autour du noyau. Et les patrons que vous voyez ici, ça représenterait, si on veut, les niveaux électroniques. Donc, quand un électron change de niveau, il ne fait pas juste monter une marche comme dans un escalier, il changerait complètement son patron de vibration
pour se retrouver dans des endroits différents autour du noyau. Donc, je vous dirais, c'est une des analogies visuelles que je crois qui est peut-être la meilleure là, pour essayer de commencer à parler de ce modèle-là. Et on va commencer avec cette idée-là. Donc, autrement dit, les électrons, là, ici, ils auraient le droit de se placer sur les lignes noires. Okay? Ils n'auraient pas le droit d'aller ailleurs et pourraient là, changer d'endroit autour du noyau, tout dépendant le mode de vibration qu'il va y avoir autour du noyau. Donc, chacun de ces modes-là représenterait des couches électroniques, des niveaux électroniques. Donc, c'est une façon de commencer à parler de ce modèle-là. Si je transfère ceci sur des images peut-être plus rapprochées de ce qu'on va voir là avec les orbitales, ben vous avez ici des patrons de vibration des électrons autour du noyau pour l'atome d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène n'a qu'un seul électron, et cet électron-là a le droit d'aller dans plusieurs endroits, en fait, là, et tout dépendant sur lequel niveau il veut se trouver, bien il va avoir un patron de vibration qui va être différent. Dans les parenthèses que vous voyez peut-être ici, là, vous allez avoir le premier chiffre qui est à gauche, c'est le niveau électronique dans lequel l'électron va se trouver. Donc ça ici, il serait sur le niveau numéro 2. Donc on voit que le niveau numéro 2 a une forme qui serait ici, on voit un cercle, mais en fait, pensez-le en 3 dimensions, ça serait plus comme une sphère ici, avec comme en fait 2 sphères concentriques, l'une dedans l'autre. Le niveau 3 ressemblerait à ceci. Ensuite de ça, bien là, on va rentrer dans l'idée des nombres quantiques avec éventuellement avec ceci. Là. Mais quand on change certains paramètres au niveau des modes de vibration, bien ce qu'on se rend compte, c'est que la forme sphérique, comme je vous disais tantôt, l'espèce d'idée de cercle concentrique, là, la forme sphérique n'est pas unique. Donc, il va y avoir différents types de mode de vibration. Ici, on voit ce qu'on appelle une orbitale P, en fait. Là, c'est une orbitale qui est faite de 2 lobes et le noyau est en plein centre entre les deux ici. Là. Ça veut dire que l'électron il serait capable d'aller dans les deux places qui sont blanchâtres, là, mais pas dans le centre, okay, parce que le noyau est là. Là, ici, on voit qu'il y a des chiffres qui changent. Là, l'électron serait toujours sur la couche numéro 2, mais serait dans la deuxième sous-couche. Ce vocabulaire-là, je vais y arriver dans quelques instants. Mais j'insiste là, remarquez ici l'idée des patrons de vibration. Okay, donc, ça, c'est des endroits où est-ce que l'électron a le droit de vibrer. C'est un peu ça l'idée. Et je vous dirais, pensez à l'analogie des tambours, là, c'est un petit peu la même idée. Okay, donc, ça nous donne là, une certaine idée de comment ces patrons de vibration-là sont possibles. En fait, si je vous montre l'image, je vous dis c'est ceux-ci qui sont possibles. On va comme accepter d'emblée cette information-là pour l'instant. Comment ceci est maintenant généré ou comment on peut arriver à différents types de patrons? C'est justement là que les nombres quantiques rentrent en ligne de compte. Les nombres quantiques, ce sont en fait, c'est des chiffres, oui, là, mais c'est aussi des parties d'équations qu'on appelle des fonctions d'onde et qui définissent justement dans quel patron de vibration on va se retrouver, tout dépendant quels sont les nombres quantiques qui sont donnés. Il y en a toujours 3 qui vont être précisés quand on veut parler d'un mode de vibration d'un électron autour d'un atome. Et ils sont arrangés sous forme hiérarchique. Il y a comme un chef, un sous-chef et un sous-sous-chef. Okay? Chacun va nous donner, en fait, là, des informations différentes. Donc, vous avez le nombre quantique principal qui s'appelle n. Donc, ils ont des symboles consacrés aussi. Et de la manière que ça fonctionne, les nombres quantiques, c'est qu'ils ont des valeurs permises. Des valeurs qui peuvent exister pour générer un patron de vibration comme ceci. Donc, vous voyez ici, là, le premier chiffre qui est là, c'est 2, ça veut dire que n est égal à 2. Okay? Qu'est-ce que ça représente, n? Bien, c'est la bonne vieille couche électronique, ou le niveau électronique que vous avez appris jusqu'à maintenant. Okay? Fait que jusqu'à date, là, je vous dirais, il y a vraiment pas de différence, là. Les électrons sont distribués dans des couches électroniques ou des niveaux électroniques. Et le chiffre 1, 2, 3, 4, c'est le même que vous avez appris jusqu'à date, là, qu'il y a un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, là, avec le chiffre qui vient avec. Ce qu'on vous a peut-être pas dit, c'est que ces niveaux-là se subdivisent en sous-niveaux. Puis habituellement, c'est pas dit avant là, les cours de collégial ou d'universitaire. Donc à ce moment-là, comme je vous dis, il y a un nombre chef qui est le
chiffre n, là, donc le nombre principal n. Ça ici, ça définit la couche électronique. Le deuxième nombre quantique, qui s'appelle le nombre quantique secondaire, lui va directement dépendre de la valeur que n va avoir. Puis, je vous rappelle ici qu'il faut fonctionner en ce qu'on appelle valeur permise. Donc, c'est toujours si n est égal à quelque chose, quelles sont les valeurs possibles de L? Puis, souvent, il y a plus qu'une réponse. Okay? Donc, à ce moment-là, c'est quoi les valeurs de L possibles? On commence à 0 et après ça, on monte en entier jusqu'à temps qu'on atteigne une valeur qui est égale à n-1. Vous avez ici un court tableau qui vous montre cette relation-là. Si n est égal à 1, L commence à 0 et se rend jusqu'à n-1. Donc, autrement dit, on a juste une seule valeur de L ici. Donc, ça, c'est dans les exercices. Ils vont vous demander d'écrire des valeurs possibles. Fait que voici comment on fait. Là. Si n est égal à 2, L est égal à 0 et 1, et on arrête à n-1. Okay? Bon, vous comprenez le jeu, là, si n est égal à 3, bon, ça donne 0, 1, 2. D'habituellement, les étudiants n'ont pas de problème à appliquer cette règle-là. Okay? C'est pas un problème. Le problème vient sur, après ça, la capacité de transposer ça à qu'est-ce que ça veut dire, ceci. Puis là, ben, c'est une question qui est très, très, très pertinente. Okay? Ce que vous avez ici, en fait, puis vous avez un deuxième petit tableau ici qui vous montre ce que je vais vous dire, c'est que on va avoir sur les niveaux un nombre de sous-couches. Okay? Donc, comme je vous dis, les couches électroniques se divisent en sous-couches. Et les sous-couches possèdent des petits noms consacrés qui sont une lettre uniquement. Okay? Donc, si L est égal à 0, il y a une sous-couche de type S. Donc, on prend ça pour du cash pour l'instant. Okay? Donc, je vais vous montrer dans quelques instants à quoi ça ressemble. Là. Donc, une sous-couche de type S si L est égal à 0. Ça veut dire donc, sur le niveau 1, il existe un seul type de sous-couche et il est de type S. Sur le niveau 2, il existe deux types de sous-couches que vous voyez, ici, là, le 0 et le 1. Et ça veut dire que sur le niveau 2, il existe une sous-couche de type S et une sous-couche de type P. Tout de suite, je pense que c'est le moment de vous montrer une autre image. OK? Donc, une autre image qui est peut-être celle-ci. C'est là qu'on se rend compte que la valeur de L définit ce qu'on appelle, oui, la sous-couche, mais définit aussi la forme géométrique du patron de vibration de notre électron. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, là, vous étiez avec une image qui ressemblait à ceci. Vous voyez qu'il y a différentes formes géométriques. Hein? Donc, on avait la plus simple qui était la sphère, puis après ça, ben, ça se complexifie un petit peu. Donc, les formes géométriques qu'on peut représenter peut-être en 3 dimensions, plus comme ceci. Quand on a un patron de diffraction de type S, qu'on va appeler une orbitale de type S, donc orbitale, c'est comme une orbite, mais en 3 dimensions. D'accord? Donc, le mot consacré, c'est orbitale. Bien, une orbitale de type S, c'est une sphère. Donc, autrement dit, l'électron qui est dans une orbitale de type S va suivre une trajectoire qui est à l'intérieur de cette sphère-là. L'électron a le droit d'être partout dans la sphère. Okay? Donc, il va bouger dedans et il va rester comme prisonnier tant qu'il est sur le niveau, le sous-niveau de type S. Si l'orbital est de type P, parce que je viens d'en mentionner un, là, on était ici, je dis, si c'est 0, c'est de type S, si c'est 1, c'est de type P. Bien, si je reviens à, mon image qui est ici, bien, les orbitales de type P, c'est ce qu'on appelle des doubles lobes. Donc, vous allez avoir une double bulle, comme ça, qui va contenir un ou deux électrons. En fait, là, chacun des dessins que vous voyez ici peut contenir un ou deux électrons, mais c'est 2 le maximum. Okay? On verra pourquoi là avec les nombres quantiques plus tard. Là. Mais ça nous donne la possibilité d'avoir 2 électrons dans chacun des dessins. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir 2 électrons là-dedans, 2 électrons ici et 2 électrons ici. L'important pour l'instant, je crois, c'est de voir que l'orbital de type P a une forme géométrique différente que l'orbital de type S. Et c'est justement à ce moment-là qu'on voit que la forme concentrique, comme des couches d'oignons, là, ça représente pas vraiment comment les électrons se placent autour du noyau. Okay? Donc ici, les électrons se promènent dans une forme géométrique là, qui est comme 2 ballons qui sont voisins comme ça sur un système d'axes où le noyau est en plein centre. Okay?
Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle une orbitale de type P. Si je reviens ici, quand on arrive sur le niveau 3, bien on va avoir une orbitale qui est de L égale 0, donc de type S, une orbitale de type P et une orbitale de type D. À quoi ressemble l'orbitale de type D? Ce sont les bleus qui sont ici. Donc, plus la valeur de L augmente, plus on voit que le patron de vibration des électrons va vraiment se complexifier. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les 5 orbitales de type D qui sont orientées là, différemment dans l'espace. Okay? Donc ça ici, c'est pour essayer de vous donner des images, puis je vais revenir à cette figure-là plusieurs fois d'ici la fin de la capsule là, pour qu'on essaie de consolider ces images-là. Mais justement, je viens de mentionner quelque chose. Je viens de mentionner le fait que il y a comme des orientations différentes dans l'espace, puis peut-être pourquoi aussi vous posez la question à ce moment-ci, pourquoi il y a juste une boule rouge, mais il y a 3 dessins jaunes, puis il y a 5 dessins bleus, puis il y a 7 dessins verts. Bien, à ce moment-là, il faut aller voir le 3e nombre quantique. Donc, je saute un petit peu l'exemple qui est là. Il faut aller voir le 3e nombre quantique pour avoir notre réponse. Le 3e nombre quantique va toujours dépendre des 2 autres qui sont précédents. Okay? Comme je vous dis, c'est une relation qui est hiérarchique, ces nombres-là. Et le 3e nombre quantique, qu'on appelle le nombre quantique magnétique, va définir en fait combien on a d'orbitales de chaque couleur, okay, dans mon dessin, et aussi en fait, ça va définir combien d'orientations dans l'espace on peut avoir par type de couleur. Je recommence. Là, ici, si on est sur un niveau, par exemple, pour avoir L est égal à 0, 1, 2, 3, ça prendrait N, qui est pas écrit, là, ça prendrait un N qui est égal à 4, minimum. Okay? Parce que si on veut se rendre jusqu'ici, là, ça prend N qui est égal à 4. Donc, par exemple, sur le 4e niveau, on peut avoir L est égal à 0, sur lequel il y a une orbitale S, qui est une sphère rouge sur mon dessin, ici. Okay? Donc, on aurait une orbitale de type S. Et pourquoi on dit ça? C'est que il y a une seule valeur de ML. Les valeurs de ML, c'est lesquelles? C'est quoi les valeurs permises? C'est qu'on part de moins L, on se rend jusqu'à plus L, et on fait des bonds entiers, puis on passe par 0. Et on va compter le nombre de valeurs qu'il y a sur la ligne ici. D'accord? Donc ici, puisqu'il y a juste une seule valeur ML égale 0, parce qu'on va de moins L à plus L en passant par 0, mais ici c'est relativement simple, là, bien on a une seule orbitale de type S sur le niveau 4. Okay? Donc là, ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chacun des niveaux va avoir ses orbitales qui lui appartiennent. Et ici, quand L est égal à 0, on a une seule orbitale de type S, puisqu'il y a juste une seule valeur ici, c'est ça qui me dit que dès que j'ai une orbitale S, il peut juste avoir une seule sphère rouge par niveau. J'insiste là, par niveau. Okay? Quand on s'en va ici avec les orbitales P, pour une orbitale P, le nombre L est égal à 1. Les valeurs de ML vont de moins 1 jusqu'à 1 en passant par 0. Donc moins 1, 0 et 1. Puisque j'ai 3 valeurs ici, ça me donne 3 types d'orbitales. En fait, 3 orbitales du même type. C'est plus comme ça qu'il faudrait dire. 3 orbitales P par sous-couche P. C'est pour ça que j'ai 3 dessins jaunes ici, parce que ce que les nombres quantiques nous donnent, c'est que on peut avoir 3 orientations dans l'espace, ici selon X, Z et Y, pour les orbitales P. Donc, sur chacune des sous-couches de type P, il va y avoir jusqu'à 3 orbitales, et elles vont être de cette forme géométrique-là. Et il y a 3 orbitales parce qu'il y a 3 valeurs de ML. Et là, après ça, je dirais ainsi de suite, là. Quand on prend la valeur L est égale 2, ça nous donne de moins 2 à plus 2. Si on compte les valeurs qui sont ici, il y a 5 valeurs dans la case. Ça veut dire qu'il y a 5 orbitales de type D par sous-couche D, ce qui représente ici les 5 dessins qui sont bleus à cet endroit-là. Puis vous avez en dessous, si je continue, vous avez ici L est égal à 3. On a les orbitales de type F. Donc, si vous regardez juste un peu plus haut, ça fait S, P, D, F, G, H. Après ça, on continue l'alphabet. C'est rare qu'on a besoin de le faire. Rendu aux orbitales F, on a pas mal pogné le top. Là. On va arriver ici avec les orbitales de type F qui sont encore plus complexes.
Donc ici, les électrons vont avoir des patrons de vibration qui sont nettement plus complexes encore. Donc à ce moment-là, j'espère ici que vous voyez le lien, c'est pas facile, là, mais de voir le lien entre les orbitales et en fait les nombres quantiques et les orbitales qui sont ici. Ceci étant dit, j'aimerais ça aussi vous faire remarquer quelque chose, c'est que, par exemple, si je prends un tableau périodique ici, puis je reviens avec ma figure qui est là, je demande souvent aux étudiants en classe de regarder le tableau périodique et de me trouver une espèce de pattern, ou quelque chose du genre, qui va nous donner, si on prend le nombre d'électrons, comme je disais tout à l'heure, on peut mettre 2 électrons dans le dessin rouge, on peut mettre 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons, donc 6 électrons dans les jaunes, ça voudrait dire 10 électrons dans les bleus et 14 électrons dans les verts. Je demande aux étudiants de trouver visuellement, en regardant le tableau périodique, un pattern 2, 6, 10, 14. Puis ça prend un peu de temps, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui allume et qui me dit « Mais le tableau périodique, si je le regarde, il est séparé ici avec 2 colonnes qui sont collées puis qui ont l'air d'un bloc ici au début. Il y en a 6 du côté droit. Il y en a 10 colonnes dans le centre. Et il y en a 14 colonnes en bas. » Ben ça, mes chers amis, ce n'est pas une coïncidence. Okay? C'est parce que le remplissage des orbitales atomiques suit le type d'orbital que je viens vous montrer là, avec ce qu'on appelle le bloc S du tableau périodique, ici. Donc les 2 premières colonnes, c'est les orbitales S qui se remplissent. Les 6 dernières colonnes qui sont ici, ce sont les orbitales P qui se remplissent. Au centre, ce sont les orbitales D, parce qu'il y a 10 colonnes du tableau périodique. Et en dessous, ou en fait, je devrais dire ici, là, inséré, il y a 14 colonnes, c'est pas pour rien, c'est parce que ce sont les orbitales F qui sont en train de se remplir. Puis souvent, ici, c'est relié aux électrons de valence. Okay? Donc, à ce moment-là, le 2, 6, 10, 14 se reflète directement. Regardez ici, là, on a placé les orbitales, mais aussi, ça mime la forme du tableau périodique. Donc, les orbitales S se remplissent de ce côté-là, les D dans le centre, les P à droite, et les F en dessous. Donc, c'est vraiment pas étranger. Puis, ce que je préciserai ici, c'est que le tableau périodique a été mis sur pied bien longtemps avant que la théorie des orbitales atomiques soit mise sur pied. Là. Donc, autrement dit, ce sont 2 théories qui ont été montées de façon indépendante. Et ça donne que la théorie de Schrödinger sur les orbitales atomiques va respecter totalement la forme du tableau périodique en tant que tel, en termes de remplissage d'électrons. Donc c'est pour ça là, que vous arrivez ici là, avec les nombres quantiques, ben, il y a vraiment un lien à faire avec les fameuses orbitales qui sont là. Donc vous avez ici quelques images. Ensuite de ça, ben, peut-être pour clore, là, parce que ça fait quand même une capsule qui devient assez longue, peut-être une dernière petite chose que je veux vous montrer, c'est une vidéo que je trouve ici, parce que la question que j'ai ensuite, c'est, mais ces orbitales-là, comment elles se placent, puis est-ce qu'elles peuvent être là tout en même temps? La réponse est oui. Okay? Donc, je vais peut-être juste grossir là, la vidéo qui est ici. Puis, regardez bien ce qui va se passer. On va vous montrer dans cette vidéo-là les orbitales qui vont se placer. Donc, la 1s, qu'on voit ici, là, ça, quand on voit 1s, c'est l'orbital S de la première couche, donc du niveau 1. N est égal à 1, orbital de type S. Donc, on voit ici que l'orbital de type S se place autour du noyau. Et après ça, vous voyez 2s qui arrivent. Donc, autrement dit, le deuxième niveau commence à se construire à cet endroit-là. Je vais arrêter un peu la vidéo. Là. Vous avez ici l'orbital 2s, qui est en fait le deuxième niveau. Donc, sur le n est égal à 2. On a vu tantôt dans les notes qu'il y a une orbitale de type S. Elle vient de se placer. Je vous ferai remarquer qu'elle est plus grosse que la 1s et elle se place comme autour. Là, elle va inclure la 1s. Fait que c'est comme s'il y avait 2 électrons dans la 1s et 2 électrons dans la 2s qui peut commencer à se placer. Ce qu'on a vu aussi, c'est que sur le niveau 2, il y a des orbitales P. Les orbitales P viennent toujours en groupe de 3 et ils vont se placer aussi autour du noyau en concomitance
avec les autres orbitales qui sont déjà là. Donc, vous avez un 2p selon l'axe des X, là, vous avez l'axe des Y qui est en train d'atterrir, et vous allez avoir l'axe des Z qui va se placer à cet endroit-là. Donc, vous avez, à ce moment-là, le niveau 1 et le niveau 2, donc les orbitales du niveau 1, puis même je devrais dire l'orbital du niveau 1, et les orbitales du niveau 2 qui viennent de se placer autour du noyau. Et comme vous pouvez voir, c'est tout le monde est là en même temps. Okay? Ce qui est surprenant aussi, c'est que les électrons se promènent là-dedans et rentrent jamais en collision les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils doivent absolument respecter leur patron de vibration et ils ne peuvent pas interférer avec le patron de vibration d'un autre. Donc à ce moment-là, ils vont respecter leur distance, si on veut, et ils ne seront jamais en collision les uns avec les autres. Si on continue, vous allez voir ici le troisième niveau qui commence à se construire. Donc vous avez l'orbital qu'on dit 3s, parce que sur n est égal à 3, la valeur n est égale à 0, c'est l'orbital S du niveau 3. Et ensuite de ça, bien, on voyait aussi que sur le niveau 3, il y avait des orbitales P qui peuvent être là aussi. Donc, on voit que les P du niveau 3 sont plus grandes et vont s'ajouter là-dessus, là, tranquillement, pas vite. Pour ce qui est de ce modèle-là, en fait, de la petite vidéo que j'ai ici, je vais l'arrêter là, quand la PZ va être là. Il ne va pas plus loin, malheureusement. Là, on voit pas les 3D. Donc, à ce moment-là, les 3D se rajouteraient par-dessus ça, puis ça ferait un beau cafouillis. Là. Donc, on s'entendra que ça nous donne un dessin qui devient de plus en plus complexe. Mais quand on essaie d'imaginer les orbitales, c'est à ceci qu'il faut penser. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être mieux voir comment les électrons se placent autour du noyau. Et bon, comme vous pouvez voir, c'est pas nécessairement quelque chose qui est aussi simple que des cercles concentriques là, qui vont juste se placer en couche d'oignon et qui vont être autour du noyau. Donc voici comment, sur un seul noyau, des orbitales comme ça se placent. Et comme vous pouvez voir, ça suivait, si je reviens ici, le petit tableau qui était là, si n était, en fait, c'est une combinaison, là, si n était égal à 1, L était égal à 0, ça donnait une orbitale qu'on appelle 1s, et l'orbital 1s, c'est juste une sphère, là. Le n était égal à 2, on avait deux types d'orbitales, une 2s et une 2p, mais la 2p se subdivise en trois valeurs ici, donc la 2p nous donnait trois doubles lobes qui s'ajoutaient au dessin, et ainsi de suite, là. Donc, j'espère que tout ceci va vous avoir aidé à visualiser. Puis, pour ce qui est du reste, ben, je vous laisse le lire, là, parce qu'il y a en fait, ce qui est écrit ici, c'est déjà mentionné, là. Puis, je vous laisse le lire, là, pour la valeur de spin. En fait, la valeur de spin, ici, ça va définir justement qu'il y a toujours juste deux électrons qui sont placés dans une orbitale, là. Et les valeurs quantiques de spin pour un électron sont de valeur 1/2. Je reviendrai peut-être plus tard pour vous expliquer, ou au moins vous dire pourquoi c'est 1/2, là. Mais pour l'instant, je pense qu'avec cette capsule-là, ça va être suffisant. Le but est de visualiser le lien entre les orbitales, les nombres quantiques, et ce à quoi ça peut faire référence comme étant des patrons de vibration des électrons autour du noyau. J'espère que ceci vous aura aidé.